Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence organisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, ainsi que le syndicat des énergies renouvelables, le CER, en partenariat avec actionenvironnement.com, Environnement et Technique et greenunivers.com. Bonjour Patricia. Bonjour David, bienvenue effectivement à tous à ce colloque. Ce colloque donc, qui est consacré à la place des énergies renouvelables dans l'économie. Quel est l'état de ces filières? Quelles sont les perspectives dans les territoires, sur le plan économique, en termes d'emploi? Ce sont les thématiques que nous allons aborder dans les minutes et les heures qui viennent. Alors juste une précision avant que nous commencions à avoir les premières interventions. Vous aurez pu trouver sur vos chaises une édition spéciale d'Environnement et Technique, qui est donc, comme vous le savez certainement, le compagnon papier d'actuenvironnement.com que nous avons édité tout spécialement avec Green Univers pour cette occasion, avec le CER. L'objectif étant non pas de vous proposer un document de promotion, voire d'autopromotion, mais bel et bien un support qui est un document de garde en fait de tous les propos que vous pourrez entendre durant cet après-midi. Mais je crois que nous avons déjà bien parlé et nous allons tout de suite donner la parole aux premiers intervenants. Absolument. Alors juste un petit mot pour vous dire que cette conférence intervient aujourd'hui dans un contexte d'actualité particulièrement chargé. Il ne vous aura pas échappé que ce matin même, le groupe Total a fait deux annonces importantes dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, rachetant une société et investissant dans une autre, Erenre. Aujourd'hui aussi, eh bien, c'est le jour où le président Macron s'exprime à l'Assemblée générale de l'ONU et on sait que le dossier climat est un des dossiers qui va être abordé. Et puis, eh bien, hier, dans le quotidien Libération, le ministre Nicolas Hulot a commencé à parler, à évoquer les premières mesures du plan climat qu'il avait évoqué il y a quelques semaines. Le plan climat sur lequel nous allons peut-être avoir un peu plus d'indications justement dans quelques minutes, puisque nous sommes ravis d'accueillir Madame Michèle Papalardo, directrice de cabinet donc, du ministre Nicolas Hulot, et elle nous fait l'honneur donc d'ouvrir ce colloque. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver les uns et les autres. J'ai l'habitude d'intervenir dans des colloques de l'ADEME, dans des colloques du CER. Là, il y a les deux ensemble, je ne pouvais pas rater ça. Ce n'est pas la première fois, mais ça me fait plaisir toujours de suivre avec vous, finalement, les progrès des énergies renouvelables. Et de plus en plus, je suis impressionnée par les résultats et j'en suis absolument ravie. Donc je ne vais peut-être pas forcément vous parler du plan climat parce que l'intervention du ministre dans Libération, c'était plus que le plan climat, c'était la mise en œuvre du plan climat à travers le budget 2018. Là, je vais essayer de voir avec vous où est-ce que nous en sommes en matière d'énergie renouvelable et comment l'État a aidé, continue d'aider et va continuer d'aider ce développement des ENR. Et Nicolas Hulot aurait bien voulu être avec vous, mais il est avec le président de la République, effectivement, lui aussi, à New York, pour parler climat avec ses interlocuteurs internationaux, parce qu'il faut aussi faire avancer le plan climat au niveau international. Donc revenons sur nos ENR en France et sur les objectifs ambitieux que la France s'est donné à adopter sur ce thème des ENR. Juste quelques éléments, puisque c'est moi qui ouvre, ça me permet de caler, de fixer le cadre ou de rappeler le cadre à ceux qui ne le connaîtraient pas par cœur. Et ce cadre étant toujours en évolution, c'est important d'en rappeler les limites. Au niveau européen, dans le cadre du paquet énergie-climat, notre objectif, c'est 23% d'ENR dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020. Nous étions, quand j'étais à l'ADEME en 2005, avec Jean-Louis Ball, à peine à 10% en 2005. Donc, c'est un pas très important qu'il nous faut faire en quelques années. À l'époque, on était content parce qu'on avait du bois énergie et de l'hydroélectricité. Péniblement, on suivait trimestre par trimestre l'évolution des chiffres de l'éolien. Voilà, aujourd'hui, nous sommes au-delà de tout ça. On est dans des pourcentages
pourcentage de développement important au niveau européen et au niveau national aussi, puisque au niveau national, nous nous sommes donné l'objectif dans la loi sur la transition énergétique de 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale, cette fois-ci en 2030. Décliné en plus par secteur, c'est-à-dire que non seulement on est ambitieux, mais on essaye d'avoir un mix de NR équilibré, 40% pour l'électricité, 38% pour la chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la consommation du gaz. Donc voilà, on a nos objectifs calés pour 2030, et maintenant il faut essayer de s'y tenir, sachant que l'ambition européenne est également confirmé pour 2030 avec un objectif de 27% collectivement. Donc à l'intérieur de ce 27%, nous sommes fixés cet objectif de 32%. Pour passer aux actes, parce que c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais encore faut-il les tenir, nous avons un certain nombre d'outils. La programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée fin 2016 reprend ces chiffres et définit cette fois-ci de manière opérationnelle le développement des ENR avec des objectifs précis par filière pour 2023, avec en plus un calendrier pluriannuel d'appel d'offres. L'objectif de ces exercices, c'est de donner de la prévisibilité, et je n'oublie pas que le thème de votre colloque, c'est la place économique, et pour que ces ENR aient une place économique, que nous ayons des filières industrielles, il faut de la prévisibilité, nous en sommes tous bien conscients, même si c'est parfois un peu compliqué. Donc la PPE, le plan climat dont on parlait il y a un instant, annoncé donc au mois de juillet de cette année par le gouvernement, il a réaffirmé ce plan climat dans son axe 4, l'ambition d'accélérer le déploiement des ENR. Il prévoit notamment, dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle des équipements, programmation révisée qui doit être effectuée et qui est en cours actuellement et qui doit être terminée à la fin de 2018. Donc dans ce nouveau cadre, on aura un nouveau calendrier pluriannuel d'appel d'offres sur toute la durée du quinquennat, toujours cette idée de visibilité pour mieux anticiper. Les assises de l'outre-mer en parallèle vont également travailler sur la révision des PPE, cette fois-ci des différents territoires non interconnectés, avec également leur calendrier. Donc vous voyez que nous essayons d'avoir en termes d'objectifs, de mise en œuvre de ces objectifs à travers des programmations, des chiffres, des calendriers, des méthodes bien établies, et qui vous donne aux uns et aux autres de la visibilité sur la manière dont les choses vont se dérouler. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Aujourd'hui, disons, prenons les chiffres de 2016. Je suis sûre qu'au cours des débats, on vous donnera des chiffres actualisés. La part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie en 2016, c'est 15,7%. On est encore loin de nos objectifs. La part d'électricité renouvelable dans la production d'électricité, 17,5%. Bien sûr aussi des chiffres en chaleur et en gaz, mais ça, je vous laisserai les examiner tout à l'heure. Conclusion, on a encore du travail pour arriver aux objectifs que je viens de vous rappeler. Il faut qu'on améliore ce développement qui est déjà beaucoup plus rapide qu'il n'était il y a quelques années, mais qui doit encore continuer à s'accélérer. Et ça passe par une mobilisation de tous les acteurs, les entreprises, les citoyens, les pouvoirs publics, bien entendu, l'État, les collectivités locales. Tout le monde doit s'y mettre avec des modes de soutien les plus efficaces possibles, des innovations organisationnelles, en tenant compte, à mon sens, de 4 enjeux très importants. Un enjeu financier, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, nous continuons à soutenir, quand je dis nous, c'est la puissance publique, à soutenir les énergies renouvelables. Et donc, il est important d'orienter leur développement vers les filières les plus compétitives, ou en tout cas celles qui, à terme, vont être les plus compétitives, c'est-à-dire ont le potentiel de réduction des coûts qui les rendra les plus compétitives dans un avenir proche. Mais on est aussi conscient qu'il ne faut pas exclure des filières qui sont peut-être moins matures, mais qui permettent une diversification à moyen terme, et on est conscient qu'en matière de mix, il faut garder une certaine diversité. Mais dans ce contexte budgétaire que vous connaissez, qui nécessite des efforts de tous les jours à tous les ministères, y compris au nôtre, nos moyens de soutien aux ENR
augmentent. Ils vont augmenter en 2018 pour soutenir le développement des énergies renouvelables conformément aux trajectoires qui ont été définies. Le CAS Transition énergétique voit ses moyens augmenter sensiblement et normalement pour le soutien aux énergies électriques et biogaz. Le crédit d'impôt, comme vous l'avez vu effectivement dans l'interview du ministre, est maintenu à un niveau identique pour les moyens de chauffage ENR et avec un effort particulier sur cette partie, même si le crédit d'impôt est plus sur l'efficacité énergétique que sur les énergies renouvelables. Sans oublier bien sûr le fonds chaleur de l'ADEME et les appels à projets du PIA. Donc une grande diversité encore de moyens de soutien, mais un effort particulier pour faire en sorte que ces soutiens soient utilisés de la manière la plus efficace possible. Donc, enjeu financier. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique, je l'ai dit un peu rapidement. Les trajectoires retenues jusqu'à présent ont vocation à donner une visibilité aux acteurs de manière à soutenir l'investissement, à soutenir la croissance et à permettre la création d'emplois. Il y a quand même tous ces éléments-là qu'il ne faut pas oublier, qu'on oublie parfois quand on parle d'énergie renouvelable, qui sont vraiment très importantes. Créer des filières industrielles sur notre territoire, développer la R&D qui va bien pour que effectivement nous soyons nous disposions de filières industrielles innovantes et très compétitives. Et faire en sorte que toutes nos entreprises qui travaillent sur les énergies renouvelables aillent à l'international. Tout ça, ce sont des enjeux tout à fait majeurs dans le travail que nous essayons de faire tous ensemble sur les énergies renouvelables. Troisième enjeu, je vais passer rapidement parce que c'est peut-être celui qui paraît le plus évident, c'est l'enjeu environnemental. Du fait de développer des énergies qui émettent pas de gaz à effet de serre, ce qui n'empêche pas, au contraire, ce qui met une exigence particulière sur le travail à faire en matière d'impact des installations de production d'énergie renouvelable sur d'autres éléments que les gaz à effet de serre, notamment en termes de recyclage, en termes de paysage, vous le savez, ce sont des éléments qu'on a aussi bien en tête et qui font partie de ce troisième enjeu. Et le quatrième, mais qui a un lien avec les trois premiers, c'est la faisabilité. Il est nécessaire que les projets soient bien acceptés par les acteurs locaux, voire même que ces acteurs locaux s'approprient les projets et que nous puissions tous ensemble simplifier les procédures en même temps, à tout le moins leur donner le plus de lisibilité possible. Je vais y revenir vers la fin de mon intervention, mais ce sont vraiment des préoccupations, et je peux vous dire que ce sont des préoccupations du ministre lui-même qui sont vraiment au top de ces dossiers et des sujets sur lesquels nous travaillons avec lui. Autour de ces 4 enjeux, nous avons aujourd'hui un certain nombre de filières qui progressent à très grande vitesse vers la maturité commerciale, étant les exemples internationaux, par exemple les projets de parcs éoliens en mer du Nord ou les parcs solaires un peu partout dans le monde, que nos propres appels d'offres sur le territoire français nous montrent que cette maturité commerciale aujourd'hui est déjà là, elle est forte et surtout elle augmente, elle progresse régulièrement. C'est satisfaisant. Nous récoltons ainsi tous les fruits de l'industrialisation des technologies sur lesquelles nous travaillons depuis des années, des procédés aussi d'installation et d'exploitation, et aussi, je l'espère, même si j'en suis consciente, il y a encore beaucoup de travail à faire, de la simplification d'un certain nombre de procédures. L'évolution des modes de soutien a accompagné également cette tendance vers une plus grande intégration au marché de l'énergie, et on continuera à travailler sur ce thème si nécessaire. Je profite que vous soyez là pour vous annoncer le résultat d'un de nos derniers appels d'offres, puisque le ministre vient de désigner les 310 nouveaux lauréats pour développer les installations photovoltaïques sur bâtiment pour un volume de 150 MW. C'est toujours des appels d'offres extrêmement précis. Dans le cadre donc de la deuxième période de l'appel d'offres pour installation solaire sur bâtiment qui a été lancé en 2016. Pourquoi je vous en parle? D'abord pour vous dire que voilà, les résultats vont être connus, mais c'est surtout pour souligner le résultat de cet appel d'offres et son résultat en termes d'évolution des prix, puisque à chaque fois maintenant nous regardons avec intérêt les résultats sous cet angle.
Et le résultat, c'est que c'est nous, comme on l'a vérifié d'ailleurs dans les réponses et dans les lauréats de juin dernier, les nouveaux lauréats, ceux qui vont être annoncés là, vont valoriser l'électricité produite à un prix historiquement bas, puisque à chaque fois on diminue encore un peu plus pour la filière solaire sur le bâtiment, puisqu'on a un prix moyen proposé par les lauréats des plus grandes puissances, c'est-à-dire entre 500 kW crête et 8 MW, donc un prix de 88,4 € par mégawattheure, c'est-à-dire en baisse de 12% par rapport à la première période du même appel d'offres. Et le prix moyen est à 93,4 €, ce qui fait une baisse de 10%. Et ce sont donc, vous voyez bien, des réductions sensibles par rapport à la tranche précédente qui a été attribuée le 27 avril 2017. Donc, ce n'est pas si loin. Et là, sur 6 mois, on peut constater des baisses vraiment notables et qui ne font que prolonger les tendances toujours dans le même sens. Parmi ces lauréats, on peut aussi noter qu'on a près de 40% d'entre eux qui sont engagés dans ce qu'on appelle l'investissement participatif et donc qui verront leur complément de rémunération majoré de 3 € par mégawattheure. Et je m'arrête juste un instant sur ce point parce que ce bonus, qui est aujourd'hui entre 2 à 5 € et donc là en moyenne de 3, a été introduit dans tous les appels d'offres pour la production d'électricité renouvelable, avec un objectif clair qui me ramène à un des enjeux que je vous ai cité tout à l'heure, qui est de favoriser les projets recourant à l'investissement participatif pour faciliter l'intégration des projets dans les territoires et améliorer leur acceptabilité locale. C'est un point important et on constate aujourd'hui que 70% des projets lauréats des 2 premières périodes de cet appel d'offres pour les grandes installations solaires au sol se sont engagés à l'investissement participatif. Donc on est sur un outil qui a l'air de fonctionner et en tout cas qui est utilisé par les acteurs qui répondent aux appels d'offres. En ce qui concerne l'éolien terrestre, l'appel d'offres triennal qui a été lancé le 5 mai de cette année pour les installations de plus de 6 éoliennes permettra également, je l'espère en tout cas, de révéler les progrès de compétitivité réalisés par la filière. Parce qu'on parle beaucoup des progrès de la filière photovoltaïque, c'est bien aussi qu'on parle des progrès de la filière éolienne et j'espère que nous pourrons, avec cet appel d'offres, constater les mêmes évolutions que celles que l'on observe dans les pays voisins et qui montrent une tendance forte que l'on doit absolument retrouver en France et sur laquelle on doit communiquer parce que je pense qu'elle n'est pas assez connue. Donc voilà pour la situation aujourd'hui, les derniers résultats qui sont donc tout à fait positifs. Et pour terminer, parce que je pense que pour continuer à faire baisser ces coûts, il y a encore du travail à faire, du travail technologique bien entendu, du travail d'acceptabilité, tout ce que vous pouvez imaginer, mais aussi du travail de notre côté, avec vous bien entendu, un travail sur la simplification des procédures administratives pour l'implantation de ces nouvelles installations de production d'énergie renouvelable et pour globalement optimiser les processus d'appel d'offres, parce que ces 2 éléments, optimisation des processus d'appel d'offres et simplification, sont à notre sens des leviers importants d'accélération du développement des ENR. Je voudrais juste rappeler qu'on a quand même fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'espérais bien que ces résultats positifs aient quand même quelque chose à voir avec les progrès qui ont été faits. Et ces progrès, ils sont relativement nombreux. Ils ne sont peut-être pas encore tous complètement rentrés dans les mœurs, ce qui fait qu'on ne bénéficie pas encore de tous les résultats et de toute l'efficacité de ces simplifications, mais on en a fait quand même pas mal. Le ministère a commencé par créer l'autorisation environnementale unique, applicable depuis le 1er mars 2017. C'est pour ça que je dis que c'est quand même relativement récent. Ce qui signifie que les différentes procédures de décision environnementale requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sont fusionnées au sein d'une seule autorisation environnementale, ce qui doit normalement simplifier les procédures et accélérer les délais. On va voir à l'usage, bien entendu, avec un peu de retour d'expérience, comment tout ça fonctionne. Deuxième simplification, la procédure d'appel d'offres pour le développement des ENR a été simplifiée pour permettre le lancement plus rapide de nouveaux appels d'offres.
L'autorisation, troisième élément, d'exploiter au titre du Code de l'énergie est actuellement en cours de simplification, avec des seuils de puissance des installations de production à partir d'ENR soumises à autorisation qui devraient être significativement relevés. L'objectif, bien entendu, c'est de dispenser la plupart des installations lorsqu'elles sont développées dans le cadre des dispositifs de soutien mis en place par l'État. Autre simplification, la procédure du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat qui est en cours de suppression. Nous avons aussi le délai de validité des autorisations d'urbanisme portant sur l'ensemble des ouvrages de production d'énergie renouvelable qui peut désormais être prorogé plusieurs fois dans la limite d'un délai de 10 ans à compter de la délivrance ou de la décision. Le cadre juridique applicable aussi aux énergies renouvelables en mer, cette fois-ci, a été simplifié. Il faut dire qu'il était relativement complexe et que là, nous avons devant nous les conséquences évidentes de nos procédures et de l'utilisation qui en est faite par les opposants dans un certain nombre de cas. Donc, pour le cadre juridique applicable aux énergies renouvelables en mer, qui a été simplifié, on a limité les délais de recours, en confiant le traitement des recours à une seule cour administrative d'appel spécialisée, en premier et dernier ressort, en allongeant la durée des concessions du domaine public maritime également de 30 à 40 ans. Donc c'est déjà un premier pas, même si, vous allez voir, on continue à travailler sur le sujet. On a aussi une nouvelle procédure dite de dialogue concurrentiel pour les énergies renouvelables en mer. C'est une nouvelle procédure qui vise à nous permettre, côté État, d'échanger avec les candidats sur les conditions de réalisation des projets pour et avant et afin d'en faire diminuer les coûts, bien entendu. Cette procédure est utilisée pour la première fois dans le cadre de l'appel d'offres éolien en mer posé sur une zone au large de Dunkerque. Donc on est là aussi dans l'expérimentation de nos procédures. Dans le cadre de cet appel d'offres, l'État mène des enquêtes pour mieux maîtriser une partie des risques auxquels doivent faire face les candidats et faciliter la remise d'offres compétitives. On essaye de tirer des conséquences et des retours d'expérience des premiers appels d'offres, dont vous savez qu'ils sont un peu longs à sortir, si ce n'est de terre, ou en tout cas de mer. Et nous allons poursuivre ce mouvement de simplification puisque le gouvernement prévoit... Alors, dans le cadre du projet de loi relatif au droit d'erreur à la simplification, dont on pensait qu'il allait sortir assez vite, donc on était très content de mettre des choses dans ce projet de loi. Comme le projet de loi, lui, prend un peu plus de temps que prévu, on va regarder si on peut éventuellement aller plus vite. Mais donc, on prévoit de faire évoluer le cadre législatif relatif aux autorisations des projets d'énergie renouvelable en mer, afin de permettre à l'État d'obtenir en amont, cette fois-ci, de la désignation du lauréat, toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet et de le transférer au lauréat retenu. L'idée, c'est de rapprocher le moment où on va choisir le lauréat du moment où on va pouvoir réaliser les opérations elles-mêmes, en faisant en sorte qu'en amont, l'État règle le plus possible de sujets, d'études, d'analyses et d'accords. Donc cette simplification devrait permettre d'accélérer donc le développement de nos projets et de diminuer, nous l'espérons également, substantiellement le coût des projets, puisque bien sûr la durée de ces projets telle qu'elle est aujourd'hui a un coût que l'on supporte collectivement. Il est également envisagé de décorréler et d'anticiper la réalisation du raccordement par rapport à la réalisation des parcs, qui est aussi un point de blocage bien identifié, de blocage en tout cas de temps ou de complexité. L'objectif, c'est de limiter le risque de retard de raccordement, qui peut bien sûr pénaliser les conditions de financement des projets. Donc on a toujours ce lien entre le temps, la durée et le coût. Et comme nous voulons à la fois avoir des projets rapidement et limiter le coût, on essaye d'être les plus efficaces possibles et de trouver les solutions. Tout cela devrait permettre de rapprocher notre propre modèle du modèle mis en œuvre dans les pays nordiques et qui a fait ses preuves en termes d'efficacité, à la fois en termes de développement et de coût. Et donc, nous essayons, nous aussi, d'aller dans ce sens. Voilà les grandes lignes de ce que je voulais vous donner en matière de cadre, à la fois d'ambition,
de situation actuelle, d'efforts que nous faisons pour que l'ensemble progresse et que nous atteignions ensemble nos objectifs, toutes ces évolutions qui sont toujours préparées en concertation avec les professionnels, vous le savez, doivent nous permettre collectivement de tenir donc le niveau d'ambition qu'on a affiché. Et donc, je vous invite tous, tous les acteurs, à poursuivre tous les échanges que nous avons déjà depuis de nombreuses années pour optimiser les conditions de développement des ENR dans un esprit le plus constructif possible et le plus efficace possible, notamment dans le cadre des travaux de la programmation pluriannuelle dont je vous ai parlé et qui est en cours, qui sont en train de commencer. Donc, sans perdre de vue les enjeux que je rappelais tout à l'heure, enjeux de développement économique, de financement maîtrisé, d'intégration dans les territoires et de respect de l'environnement. C'est un objectif ambitieux que d'atteindre les résultats que nous avons fixés dans le cadre et en respectant tous ces enjeux. Mais je suis sûre que ces travaux que vous commencez en cet après-midi vont nous permettre de faire le point sur les perspectives des différentes filières et que vous aurez encore, comme d'habitude, de nouvelles idées pour nous faire progresser et atteindre nos objectifs encore plus vite. Donc, je vous souhaite beaucoup de travail et Bruno Legevin nous rejoint tous ensemble pour que ces objectifs soient atteints le mieux possible et le plus vite possible. Merci. Merci beaucoup, Madame Papalardo, pour cette introduction. Nous allons tout de suite enchaîner avec la première table ronde. Donc, je vais demander à nos 3 intervenants de la première table ronde consacrée donc au poids croissant des énergies renouvelables dans l'économie de bien vouloir rejoindre la tribune. Donc, Laurent Michel, Jean-Louis Bal et Bruno Legevin, qui n'aura pu s'asseoir que 2 secondes et qui va tout de suite reprendre le travail. Vous avez un micro, je vous passerai le mien. Micro, donc nous commençons tout de suite donc, cette première table ronde. Donc, je suis heureuse d'accueillir Laurent Michel, à ma droite, directeur général de la Direction générale de l'énergie et du climat. À ma gauche, donc Bruno Legevin, président de l'ADEME, qui arrive tout juste, je crois, des assises de la mobilité. Comme... Une table ronde il y a encore 10 minutes. Ah bah, comme quoi, la mobilité dans Paris, c'est peut-être pas si mal. Hein. Et puis Jean-Louis Bal, évidemment, président du syndicat des énergies renouvelables. Alors, Madame Papalardo a tenté un peu à donner un panorama et un peu le cadre de la politique publique. Laurent Michel, on va tout de suite commencer avec vous. Alors, une première question, malgré tout, puisque la DGEC, la célèbre DGEC, elle est très connue de tous les acteurs des énergies renouvelables, mais nous avons dans la salle un certain nombre d'élus pour certains donc, qui ont pris leurs fonctions récemment, qui ne connaissent peut-être pas complètement le rôle stratégique de la DGEC. Alors, est-ce que vous pouvez très rapidement nous préciser quel est votre rôle dans le dispositif ? C'est une question imprévue auquel on ne répond jamais dans les colloques du CER et de l'ADEME, effectivement. Alors, la DGEC est une direction d'administration centrale rattachée au ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a, comme toute direction d'administration centrale, comme mission d'aider le ministre en lui proposant les axes de politique nationale ou les positions à défendre dans les discussions européennes, et ensuite proposer les dispositions, une fois que les politiques sont définies, pour les mettre en œuvre dans des domaines autour des sujets de l'énergie et du climat. Des premières grosses clés de voûte, c'est le climat, c'est donc la lutte contre le changement climatique, politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, politique d'adaptation aussi. On mène un chantier sur un plan national d'adaptation au changement climatique. Et puis, il y a tout le sujet de l'énergie, dont évidemment sa contribution à la lutte contre le changement climatique, c'est la production, la distribution, le transport, la sécurité d'approvisionnement, un certain nombre de régulations sur ces sujets, ou aussi de tarifs réglementés, d'appui et de participation à la tutelle des entreprises publiques, et puis un certain nombre de politiques comme le développement des énergies renouvelables, l'évolution des systèmes électriques ou autres, et l'efficacité énergétique aussi, bien entendu. On y ajoute aussi
deux sujets connectés, je le signale pour ceux que nous connaissent que pour le E de énergie ou pour le C de climat, s'occupe aussi de qualité de l'air extérieur, parce que la qualité de l'air, c'est souvent lié au processus de combustion des combustibles fossiles, et aussi de sécurité et émissions des véhicules, les réglementations. Si nous voulons la joie, par exemple, de nous occuper parfois du Dieselgate, mais aussi des biocarburants qu'on met dans les voitures. Donc il y a toute une connexion autour de ces sujets, finalement, liés aux objets qui produisent et consomment des énergies. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On l'aura compris, vous êtes au cœur du dispositif. Alors, Michel Papalardo nous a donné quelques chiffres. On va aller un peu plus loin avec vous. Est-ce que vous pouvez, donc, en quelques mots, nous dresser un bilan aujourd'hui du poids des différentes filières et tracer quelques perspectives? Alors, je ne vais peut-être pas donner une litanie de chiffres que les acteurs connaissent, mais ce qu'on peut dire, et effectivement, Michel Papalardo l'a dit, on est sur une dynamique. On va dépasser en 2017 16% de NR dans notre consommation. Les dernières années, on a progressé un peu moins parce qu'il faisait chaud, comme on le sait. Quand il fait chaud, on consomme moins d'électricité, on a fait moins de biomasse et moins de chauffage bois. Ça a un peu ralenti le rythme, mais le rythme existe quand même. On ne sera pas très loin quand même en 2020 des 23%, où on les atteindra 1 ou 2 ans après avec les accélérations en cours. Cette dynamique, on peut dire qu'elle est contrastée. Il y a des enjeux où on peut se dire certaines filières, il faut plutôt consolider la dynamique, d'autres où il faut accélérer. Si on regarde aussi de manière transversale, les points généraux, Michel Papalardo les a évoqués, on a déjà pas mal simplifié des projets de procédure. On a aussi clarifié un certain nombre de dispositifs de soutien, ils sont en bonne partie stabilisés. Et il nous en reste aussi des sujets, entre autres sur les processus et procédures de construction et autorisation des projets, à la fois dans leur design et je pense dans leur pratique. Ce n'est pas tout d'avoir un logigramme qui est mieux. Si on ne le fait pas bien fonctionner, s'il y a mauvaise concertation, ça ne marchera pas mieux. Et on a aussi eu des progrès et sûrement des axes de travail sur les délais de raccordement. Ils sont encadrés par la LTECV. Les gestionnaires de réseau Enedis ou GRDF font beaucoup d'efforts, mais on a encore, à mon sens, quelques sujets de progrès. Et puis transversal aussi, les retombées industrielles, je pense les acteurs et économiques, c'est l'industrie, enfin, c'est les services, c'est la maintenance, c'est l'ingénierie, augmentent, on les visualise mieux, mais je crois qu'on a un sujet de mieux encore les connaître, évidemment, pour les augmenter. Si on fait en 3 minutes des zooms, si on prend quelques-unes des grosses filières, je vais en prendre 5, sur l'éolien terrestre, par rapport aux objectifs 2018 de la PPE de 15 gigawatts installés, on sera à peu près dans l'objectif, et l'objectif 2023, entre 22 et 26 gigawatts, on devrait l'atteindre si on maintient des rythmes élevés, voire qu'on les accélère un peu. On a encore justement les questions d'enjeux d'acceptabilité et de fluidification des procédures qui sont à moitié devant, à moitié derrière nous, et aussi un sujet qui se pose sur comment on pourrait utiliser le potentiel de ce que les professionnels appellent le repowering des parcs pour faire plus et mieux avec pas plus d'éoliennes et moins de problèmes, puisqu'on est à un endroit où il y en a déjà eu. Sur les énergies marines renouvelables, dont les éoliennes posées ou flottantes, on est là sur, je pense, un point de bascule dans les années à venir, ou 2 points de bascule sur l'éolien flottant est un peu décalé au niveau de technologie par rapport à l'éolien posé. C'est d'avancer conjointement sur une sorte de diptyque, enclencher la baisse des prix. Les premiers appels d'offres, c'est des parcs un peu expérimentaux qui n'ont pas les prix qu'on connaît dans des projets récemment démarrés en mer du Nord. Et il s'agit aussi, en faisant le pari de cette baisse des prix, de donner au niveau de la planification de l'État, j'y reviendrai au moment où on parlera de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donner la visibilité sur les 2 filières, éolien posé et éolien flottant, de quel peut être le chemin de développement pour que justement les effets d'échelle et de processus industriel amélioré se répercutent. Et donc, un jour, on y reviendra, c'est Michel Papalardo les a évoqué, c'est réussir ces rénovations de processus d'appel d'offres et d'autorisation. Si je reviens à terre, sur le solaire, comme l'a dit Michel Papalardo, on constate à chaque appel d'offres une forte baisse des prix. La filière, dont certains sont sûrement présents ici, constate, et nous aussi, actuellement un rythme de raccordement plutôt faible, alors que de nombreux projets ont été alloués, sont en file d'attente. Il y a des raisons diverses, dont certaines difficultés qu'on espère surmonter ou surmontables de fourniture
des panneaux et autres modules. Mais j'ai bon espoir que l'accélération puisse reprendre. Je finis par deux filières, on pourrait en prendre plein d'autres. En même temps, on est sur les plus grosses. Le biogaz, alors soit pour produire de l'électricité, soit pour l'injection dans les réseaux de gaz, semble repartir. On a un bon développement, entre autres, des projets de méthane à injecter dans les réseaux de gaz. Ça augmente. Néanmoins, maintenant, on sait qu'il y a eu un certain nombre de soubresauts, de difficultés économiques sur un certain nombre de projets. Le modèle économique n'était pas très stable avec les difficultés d'approvisionnement en déchets, des procédés qui n'étaient pas forcément adaptés à l'approvisionnement. Donc, il faut un peu voir si tout ça se pérennise. On va lancer un bilan avec la filière, un bilan technico-économique pour évaluer, adapter aussi les processus de soutien et aussi les élargir, puisqu'on n'a pas encore sur le biogaz le même mécanisme d'appel d'offres. Il faut aussi qu'on pense sur le biogaz injecté, pardon, je ne parle pas de l'électricité, qu'on pense voir est-ce qu'il pourrait y avoir intérêt à soutenir des projets de biogaz portés là où il n'y a pas de réseau, mais où il n'y a pas d'intérêt à produire de l'électricité. Et puis, on a la chaleur renouvelable qui était, rappelons-le, dans les objectifs 2020, c'est les 20, je dirais aussi un mot des biocarburants, pardon. Mais il y avait en gros 3 axes de progrès. La chaleur renouvelable, l'électricité et les biocarburants. Quand on a fixé les objectifs 2020, et la chaleur renouvelable devait représenter en gros la moitié de l'augmentation en nombre de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, à la fois et grâce aux efforts vigoureux de l'ADEME, entre autres, et des acteurs, ça se développe bien, mais nous sommes en retard sur la trajectoire. Le fonds chaleur de l'ADEME, bien connu, a fait preuve de son efficacité en nombre de projets soutenus en ratio à la tonne, le coût à la tonne équivalent pétrole ou à la tonne de CO2 ou au kilowattheure de NR est très compétitif. On a dû quand même lutter contre les prix bas du gaz en adaptant ces dernières années les modalités de soutien et aussi adapter les dispositifs. On a élargi par exemple la récupération de chaleur fatale, qui est un gisement qu'il ne faut pas négliger. On a aussi, sur des crédits à la fois ADEME et dans l'ancienne mandature, ce qui était le fonds de financement de la transition énergétique, financer des projets couplant la mobilisation, la replantation, la bonne gestion du bois pour alimenter, entre autres, les projets énergie. Donc, on s'est adapté. Néanmoins, on a le besoin de faire plus. On y travaille, c'est pas très simple, mais devrait avoir, je regarde, une petite hausse du fonds chaleur en volume l'année prochaine. Là, Fabrice Boissier est sceptique, petite, pas un double. Contribuera aussi à rendre les projets de fonds chaleur plus compétitifs, c'est la hausse de la trajectoire carbone, parce qu'on se compare à des énergies carbonées. Si elles supportent un prix du carbone plus important, les énergies décarbonées deviennent de facto plus faciles à programmer. Comme l'a dit Michel Papalardo, il y a aussi la chaleur domestique. Il n'y a pas que les grands projets réseaux de chaleur ou chaufferie industrielle du fonds chaleur. Le CITE est poursuivi. Et par contre, on a des volumes de projets qui sont en attente, en augmentation. La filière se relance. Et puis, bon, il ne faut pas l'oublier, on a un troisième secteur, les ENR dites biocarburants, ENR liquides, en particulier, même si quand il y a aussi le gaz, ce n'est pas que les biocarburants classiques, il y a aussi le gaz qui apparaît dans les transports, ou qui ont aussi progressé en volume, où ça fait déjà quelques années qu'on l'avait atteint en biodiesel, mais on n'en est plus très loin maintenant en bioéthanol, enfin en bioessence pour le super. L'objectif d'incorporation de 7% commence à être atteint. D'autres sujets se posent maintenant dans le cadre de la révision de la directive, développement des biocarburants de deuxième génération, par exemple. Voilà quelques survols des filières, mais je ne doute pas que Jean-Louis Bal et Bruno Lechevin pourront compléter. Merci beaucoup, Laurent Michel. On aura l'occasion un peu plus tard dans les conférences de reparler notamment du fonds chaleur. Mais Jean-Louis Bal, alors on a parlé, Michel Papalardo en a parlé, Laurent Michel vient d'en reparler, de la baisse des prix, que ce soit dans le photovoltaïque, dans l'éolien terrestre, dans l'éolien en mer aussi, on le voit en tout cas à l'international dans les appels d'offres. Alors longtemps en France, on a dit les ENR, ce n'est absolument pas compétitif, ça coûte cher aux contribuables. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alors, d'abord, peut-être un tout petit mot de présentation du syndicat des énergies renouvelables, parce que peut-être que les nouveaux élus ne le connaissent pas. Donc, c'est la principale organisation professionnelle donc, du secteur des énergies renouvelables qui regroupe la totalité des filières. Donc, il y a 400 adhérents
Donc j'en termine là avec la présentation. Et je reviens sur la question de la compétitivité. Je vais peut-être commencer par la chaleur, parce que on a souvent tendance en France à ramener l'énergie à l'électricité et l'électricité au nucléaire. La chaleur, c'est quand même la moitié de notre consommation. Et donc, aujourd'hui, et c'est très carboné en plus, hein. Aujourd'hui, donc, les objectifs de chaleur qui ont été mentionnés, c'est d'arriver à 38% d'énergie renouvelable en 2030, alors que nous sommes aujourd'hui à 20%. Donc il y a un grand effort à faire, et les enseignements qu'on tire à la fois du déploiement des technologies renouvelables dans l'habitat individuel et des grandes installations soutenues par le Fonds Chaleur montrent qu'on est déjà à des niveaux de compétitivité très élevés. Et par exemple, le chauffage au bois, qui est encore utilisé par près de 8 millions de foyers en France, hein, totalement ou partiellement pour assurer leurs besoins de chauffage, c'est aujourd'hui le chauffage le moins cher. On parle beaucoup de précarité énergétique, mais le chauffage au bois, c'est un des remèdes qu'on peut apporter donc à la précarité énergétique. Les pompes à chaleur sont extrêmement compétitives également à partir du moment où on prend le coût global actualisé donc sur la durée de vie, mais elles sont pénalisées par un investissement qui est très élevé au départ. C'est d'ailleurs une caractéristique de toutes nos énergies renouvelables, de tout ce qu'on doit faire dans le cadre de la transition énergétique, c'est qu'on est très capitalistique, avec peu de frais de fonctionnement. Et donc la question est celle du financement et de garantir des prix sur la durée de vie des équipements. Sur le fonds chaleur, moi je voudrais insister donc sur la performance économique. La chaleur pour les grandes installations, je vais vous donner quelques chiffres. Les prix de référence avec des énergies conventionnelles, c'est entre 40 et 80 euros par mégawattheure. Les subventions qui sont apportées par l'ADEME pour pouvoir concurrencer ces installations traditionnelles, eh c'est 4 euros du mégawattheure. Donc vous voyez que c'est une subvention qui est très faible rapportée au prix des énergies concurrentes. Et puis d'autre part, peut-être que Rémi Chabria en parlera tout à l'heure, mais au niveau de l'économie globale pour la nation, depuis que le Fonds Chaleur a été créé, c'est à peu près 1,6 milliard de subventions qui ont été octroyées. Et ça permet, lorsque toutes les installations seront mises en œuvre, d'à peu près 700 millions d'euros d'économies de combustible importé. Donc un temps de retour, si on veut, pour la communauté nationale qui est inférieur à 3 ans. Donc c'est extrêmement compétitif. Si on en vient maintenant à l'électricité, on a parlé du photovoltaïque. Dans le monde, on est passé de 2010 à 2016 d'un coût qui est moyen, donc évalué par l'AIE, qui était de 250 dollars par mégawattheure. On est passé à 50. Et c'est un prix moyen, le 50. On a des cas où on est à 30. Il n'y a aucune, à part l'éolien, il n'y a aucune production d'électricité qui peut concurrencer ces niveaux de prix. On a rappelé donc les résultats des derniers appels d'offres centrales au sol, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais donc aujourd'hui, on a des prix qui sont extrêmement compétitifs pour le solaire, et les batteries suivent le même chemin. Et la meilleure démonstration, c'est les appels d'offres qu'on a eus dans les zones non interconnectées pour du solaire photovoltaïque avec stockage. L'appel d'offres lancé en 2015 avait donné un prix moyen de l'ordre de 204 euros du mégawattheure, à comparer avec le prix de l'électricité conventionnelle qui est de 225. Donc on était déjà moins cher en 2015. Le dernier appel d'offres qui est sorti cet été, on tombe à 113 euros du mégawattheure, donc 2 fois moins que le prix de l'électricité conventionnelle. Et donc ça montre bien que réaliser les objectifs dans les DOM et la Corse
qui sont, je le rappelle, l'autonomie énergétique en 2030. C'est quelque chose qui devient possible. L'éolien terrestre, et avec, effectivement, comme le rappelle Bruno, comme on est moins cher que l'électricité de référence, ça fait un impact négatif sur la CSPE. On diminue la CSPE. Bon, l'éolien, on a aujourd'hui un tarif qui est de l'ordre de 72 € du mégawattheure. Mais comme l'a dit Michel Papalardo, je pense que l'ouverture à des appels d'offres va nous permettre donc de diminuer substantiellement ces niveaux. Dans le monde, entre 2010 et maintenant, on est passé de 80 à 40 $ du mégawattheure. Et dans certains cas, on est tombé à 30 pour des grands parcs dans des zones bien vantées. Donc on a une dynamique qui est indiscutable. Pour l'éolien en mer, on doit pouvoir arriver à des résultats à peu près identiques dans les pays où le cadre réglementaire adéquat a été mis en place, et je pense qu'on va le faire aussi en France. L'éolien offshore est devenu également compétitif. Les biocarburants, ils se sont développés grâce à l'exonération de la TIPP, exonération décroissante, et qui est aujourd'hui arrêtée. Et donc ces biocarburants de première génération sont devenus également compétitifs. À côté de ça, nous avons des filières en émergence qui ont été mentionnées à la fois par Laurent Michel et Michel Papalardo, qui sont les énergies marines renouvelables, qui sont la méthanisation. Et là, nous avons des industriels français qui sont très bien positionnés sur ces secteurs. On a une opportunité industrielle et on a une courbe d'apprentissage également à parcourir. Dans les énergies marines, on a déjà 2000 emplois qui ont été créés, avec notamment les usines de General Electric à Saint-Nazaire et Cherbourg, auxquelles vont s'ajouter, ça date de ce matin, les 2 usines au Havre, qui ont été annoncées donc par Siemens et Gamesa, et qui vont engendrer donc 750 emplois. Donc on a là une opportunité industrielle, mais également un défi de compétitivité sur ces filières émergentes, et c'est la même chose sur la méthanisation. On a là aussi une opportunité de créer une filière industrielle. Merci Jean-Louis Bal. Alors vous l'avez dit, effectivement, des filières de plus en plus compétitives. Vous avez évoqué des créations d'emplois. Alors effectivement, Bruno Léchevin, donc président de l'ADEME, en termes d'emploi, quel est le bilan que l'on peut faire aujourd'hui pour le secteur des énergies renouvelables ? Vous imaginez qu'il ne peut être que positif dans la mesure où on vient d'expliquer aussi bien, parce que tu viens de dire, création de valeur, compétitivité, c'est un impact positif sur l'emploi. On suit chaque année les marchés de l'emploi de ces filières. Et ce qu'on a pu constater dans une période pour le moins morose, c'est peu de le dire, que ces filières ont fait preuve, je crois, d'un véritable dynamisme et que ça s'est traduit évidemment par création d'emplois, parce que création de valeur, ou plutôt parce que création de valeur, création d'emplois sur le territoire national. Je vais vous donner quelques chiffres en disant les emplois directs dans le secteur des énergies renouvelables ont augmenté de plus de 35%, alors que sur la même période, l'économie globale avait diminué en termes d'emplois de un peu plus de 2%. Et ce sont les filières électriques comme l'éolien, mais aussi le solaire photovoltaïque qui ont connu les plus grandes progressions, avec d'ailleurs un pic qui remonte à 2010 et 2011. Les emplois dans les filières thermiques ont connu une progression peut-être plus mesurée, portée notamment ou essentiellement par les pompes à chaleur, mais ils représentent tout de même les 2/3 des 80 000 ETP emplois directs du secteur des énergies renouvelables aujourd'hui. Et ces emplois, et c'est important de le dire, ce sont aussi des emplois qui sont liés à l'exploitation des équipements. Et donc, ce sont des emplois, évidemment, locaux, français, et qui sont pérennes. Toutes filières confondues, les emplois liés à l'exploitation représentaient en 2015 40% des emplois, contre un petit tiers il y a une dizaine d'années. Donc, on voit que l'exploitation représente une part importante et de plus en plus importante de la valeur qui est produite. Bref, on peut dire que sur cette dernière décennie, le secteur des énergies renouvelables a été beaucoup plus dynamique en termes de dynamique économique que la moyenne nationale et se dynamise.
est bien sûr appelé, et on peut l'espérer, au travers des politiques qui sont menées, à s'amplifier si on engage justement les objectifs tels qu'ils nous sont définis dans la loi de transition énergétique, objectifs qui sont ambitieux mais qui sont tout à fait atteignables au regard de ce qui vous a été présenté juste avant et de la compétitivité du développement des ENR. Selon nos scénarios prospectifs, passer en 2050 à un mix énergétique composé à 70% d'énergie renouvelable permettrait un gain de près de 4 points de PIB, soit 2 années de croissance supplémentaires. Et ces gains d'activité, là aussi, au travers de nos scénarios prospectifs, s'accompagneraient d'une création de plus de 800 000 emplois dans les énergies renouvelables, mais aussi dans l'efficacité énergétique, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on développe cette politique, à la fois on doit se mobiliser sur la réduction de la consommation, donc l'efficacité énergétique, et le développement massif des énergies renouvelables. La transition énergétique, c'est aussi l'opportunité d'améliorer, on l'oublie un peu, notre balance commerciale. Certes, on apporte, vu comment les choses sont faites, beaucoup de matières et équipements d'étrangers. On peut espérer que dans le futur, notamment avec l'éolien en mer, que les choses vont évoluer. On importe, c'est vrai, mais il y a par ailleurs des économies qui sont réalisées au travers des importations d'énergie réduite grâce à ces énergies renouvelables. Et déjà, on est dans ce domaine à une balance commerciale excédentaire. C'est ce qu'on a pu constater dans la période 2006-2015. Donc, on pense que ce mouvement, évidemment, va s'accélérer, puisque là, on avait un excédent de l'ordre de 2 milliards d'euros. Maintenant, même si des progrès ont déjà vu jour, l'un des enjeux, mais ça a été dit là, c'est d'améliorer encore la compétitivité des différentes filières pour en réduire encore leurs coûts, pour améliorer leur productivité et positionner, et c'est aussi un enjeu d'export, nos entreprises nationales dans une bonne place sur les marchés mondiaux. C'est de ce point de vue l'objectif des investissements d'avenir, le programme d'investissement d'avenir que nous soutenons en tant qu'opérateur pour le compte de l'État. Au-delà des soutiens financiers, peut-être aussi dire 2 mots sur la question qui est un enjeu qui va se développer de plus en plus et qui va être une question qu'il va nous falloir traiter, c'est la question, indépendamment de la question économique, la question de l'emploi local qui normalement devra amener de l'attractivité, c'est le problème de l'acceptabilité des énergies renouvelables sur les territoires, travailler sur les compétences, celles qui existent déjà, celles qui sont disponibles, mais celles dont on aura besoin demain. Et on a parlé de création d'emplois. Pour être complet, il faut aussi ne pas occulter de l'autre côté qu'il faudra et qu'il y aura immanquablement des destructions d'emplois. Et donc, on doit travailler sur ce qu'on appelle les transitions professionnelles. Il faut donc travailler sur la transition des emplois gris vers des emplois verts. C'est aussi un objectif, je crois, qui est porté par le gouvernement et qui devrait se développer notamment au travers des contrats de transition écologique qui sont portés par nos ministres Nicolas Hulot et son secrétaire d'État Sébastien Lecornu. C'est là un enjeu important, car les installations d'énergie renouvelable peuvent profiter à tout le monde, à tous les territoires. Et donc, au-delà de l'aspect emploi, la question de l'attractivité, de la capacité à faire des transitions professionnelles pour faire évoluer ce modèle énergétique est essentielle. On peut aussi parler des retombées fiscales qui sont applicables aux installations d'énergie renouvelable et à leur activité. Et donc là, ça a un impact aussi pour les collectivités. C'est de l'ordre de 13 000 euros par mégawatt installé pour le photovoltaïque et jusqu'à 12 000 euros par mégawatt installé pour l'éolien. Donc on voit, ce n'est pas négligeable. Voilà, je n'irai pas plus loin par tous les chiffres que je vous ai déjà abreuvés, mais on voit que là, il y a une vraie dynamique. Il ne faut surtout pas la casser, il faut juste l'amplifier parce que les objectifs tels que Laurent les a rappelés, ils sont tellement ambitieux qu'il faut changer de braquet et que l'on espère que toutes les politiques publiques qui vont se développer dans les prochains mois vont aller dans ce sens. Alors justement, sur les objectifs ambitieux, Jean-Louis Bal, je voulais y revenir, puisqu'on a effectivement évoqué ces objectifs. Laurent Michel nous disait qu'ils étaient atteignables. En même temps, il y a quelques jours, le commissariat général au développement durable a sorti une note en disant que ça allait quand même être difficile, en tout cas pour les objectifs 2020.
Donc là, on vient un peu de dresser un tableau un peu idyllique, mais quand même, tout n'est pas si parfait. Alors, est-ce qu'on est capable de les atteindre, à votre avis, ces objectifs? Est-ce qu'il faut vraiment donner un puissant coup d'accélérateur et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Mais indiscutablement, si on regarde les tendances de ces 2-3 dernières années, on n'atteindra pas les 23% en 2020. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont inatteignables. On a la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui est quand même, dans notre histoire de l'énergie en France, un véritable tournant. Et elle a apporté notamment beaucoup de visibilité à nos acteurs avec la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, et avec la programmation des appels d'offres qui y sont associés. Néanmoins, et je pense que ça fait partie des annonces de Nicolas Hulot, il faut encore accélérer. Donc, il va falloir travailler sur une accélération, enfin un renforcement donc, de ces appels d'offres, et notamment, mais ça a été évoqué par Laurent Michel, sur les énergies marines renouvelables. On a également évoqué, je ne vais pas le détailler, d'autant plus que je pense que le secrétaire général de la mer y reviendra. Absolument, sur dans quelques la minutes. question de la simplification qui revenir. est essentielle. Donc, on peut améliorer la compétitivité de l'éolien, de l'hydrolien, de l'éolien flottant, avec des mesures de simplification qui ne coûtent rien ou très peu au budget de l'État. Voilà, on doit accélérer aussi sur la chaleur, et on a évoqué là tout à l'heure l'augmentation du fonds chaleur. Moi, je plaide pour un doublement, pas nécessairement d'une année sur l'autre, mais je pense qu'un doublement qui serait étalé sur 3 ans, comme ça a déjà été évoqué dans le passé, ce serait un facteur donc d'accélération donc du développement de la chaleur renouvelable. Mais je salue à côté de ça l'augmentation donc de la contribution climat-énergie, donc qui est plus élevée que celle qui avait été programmée dans la loi de transition énergétique. Ça aussi, ça va permettre une accélération. Un facteur très important, et là il est dans les mains de l'ADEME, c'est l'innovation. On a encore besoin d'innovation à la fois dans la digitalisation de l'énergie, dans les techniques de stockage d'électricité, mais aussi de chaleur, dans la conversion power to gaz, etc. Le développement de biocarburants de seconde génération. Donc on a besoin d'innovation au travers du PIA. Il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. On en aura des témoignages tout à l'heure. Et pour finir, moi j'aimerais bien plaider pour l'ADEME, parce que c'est quand même Qui après plaidera une pour le institution CER, qui est unique en Europe et qui est absolument indispensable à la transition énergétique. Il n'y a en Europe aucun établissement comme l'ADEME qui concilie à la fois le développement d'une expertise, le soutien à la recherche et développement et l'implantation territoriale. C'est juste un job. Oui, mais il faut maintenir l'ADEME, il faut la renforcer si c'est possible. Elle est tout à fait essentielle pour la réussite de la transition énergétique. Allô, là c'est bon? Oui, bon. Alors ce micro ne doit plus marcher, donc désolé. Donc effectivement, Bruno Lechevin, on vient d'avoir un plaidoyer là, en faveur de l'ADEME. Alors justement, vous jouez un rôle important pour l'innovation. Juste un petit mot rapide sur peut-être le bilan du programme des investissements d'avenir et puis ce qui se prépare, puisqu'on arrive au 3e volet du programme des investissements d'avenir. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui s'annonce dans les mois qui viennent, même si tous les arbitrages ne sont pas encore connus? D'abord dire que quand je suis arrivé à l'ADEME, il y a maintenant quelques années, le PIA était un nouveau métier qui arrivait dans l'ADEME. Ça bousculait l'ADEME
dans sa manière d'exercer son métier, dans ses fondamentaux. Mais c'est une belle expérience et évidemment, on est très fiers et très heureux d'avoir pu contribuer au travers de ce PIA à l'accélération de dispositifs en termes d'innovation. Et en 7 ans, on a soutenu pas moins de 715 projets. C'est de l'ordre de 2,5 milliards d'euros de projets qui ont été aidés. On compte, dans ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, les énergies renouvelables, le stockage des réseaux intelligents, plus d'une centaine de projets. Et on voit bien que ce soutien a été déterminant pour développer, comme tu disais, des filières émergentes, comme l'éolien en mer. En France, il y a une très belle carte à jouer et c'est ce qu'on est en train d'essayer de jouer. On voit des programmes qui ne sont plus pas simplement des choses sur étagère, mais qui se concrétisent, avec notamment Aliad, qui est fabriqué à Saint-Nazaire pour équiper les futurs parcs éoliens en mer. Et c'est déjà une centaine d'emplois qui ont été créés. Bref, le PIA a su impulser une vraie dynamique d'innovation au sein des acteurs économiques, permet, je crois, de placer la France en bonne position sur les marchés mondiaux des technologies vertes. Et l'ADEME, et là, c'est peut-être parce qu'on a bien fait notre boulot, a été renouvelé dans son rôle d'opérateur PIA dans le cadre du PIA 3. Pour nous, c'est important parce que ça va nous permettre de lancer d'ici la fin de l'année un certain nombre d'actions. Les modalités ne sont peut-être pas encore définitives parce que les arbitrages ne sont pas tous encore arrêtés, mais l'objectif sera évidemment de maintenir l'investissement sur la dynamique constatée dans le PIA 1 et 2 pour financer des démonstrateurs dans les filières de la transition écologique et énergétique. Je peux vous dire aussi que des nouvelles actions viendront compléter le dispositif comme celui qui a super bien fonctionné, le concours d'innovation qui est destiné aux PME innovantes. Enfin, on travaille à la mise en place d'un fonds destiné à financer en fonds propres des infrastructures innovantes dites premières commerciales. Bref, on va poursuivre la dynamique en faisant évoluer à la fois nos modes d'intervention pour les adapter aux attentes des acteurs économiques. Et ça, c'est important d'être bien être à l'écoute et d'être agile dans notre capacité à nous adapter aux acteurs économiques. Avec le PIA, on a un bel outil de politique industrielle en faveur de la transition écologique et énergétique. Si chacun et tous, on doit faire des efforts dans le cadre de la réduction de la dépense publique, là, on est sur de l'investissement et préparer l'avenir, l'innovation, ça demande que l'on puisse contribuer et continuer à avoir les capacités financières pour développer ces capacités d'investissement et d'accompagner le marché ou le futur marché dans ces actions d'innovation pour mettre en œuvre et réaliser nos objectifs de transition énergétique. Voilà, on verra si le message a bien été entendu dans quelques temps. Alors Laurent Michel, je me retourne vers vous pour clôturer cette table ronde. On a parlé à plusieurs reprises de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là, on attaque la révision de cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire un peu de quoi il s'agit et quel est le calendrier ? Oui, je vais essayer. Donc, dire que effectivement, la loi de transition énergétique, rappelée, demande entre autres au gouvernement d'élaborer, en gros, en début de chaque mandat, les deux grands outils de programmation stratégique, un qui se projette sur les 15 ans à venir, qui est la stratégie nationale bas carbone et qui regarde le sujet des émissions de gaz à effet de serre, et un autre, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui se projette sur 10 ans, qui regarde l'ensemble des sujets énergie, évidemment en prenant en compte les sujets d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a lancé au mois de juin le travail d'élaboration de ces programmations révisées, ce sera les deuxièmes. Il y aura des travaux en commun, comme les scénarios de demande, dans lesquels cet établissement unique qu'est l'ADEME nous assiste. Donc on met en commun les expertises, à la fois pour le carbone et pour l'énergie. Et puis, il y a des travaux, évidemment, spécifiques qui vont être menés. Par exemple, il y aura des travaux réduction des consommations et émissions de gaz à effet de serre par secteur, etc. Et puis, il y a des ateliers aussi, donc, spécifiques à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le lancement, c'est cet automne. Je crois qu'un certain nombre dans la salle ont dû déjà recevoir des premières invitations. On a un atelier solaire, par exemple, qui démarre le 5 octobre. Donc, il va y avoir des ateliers avec les parties prenantes, à la fois acteurs généralistes, mais aussi des acteurs spécifiques de chaque filière. Donc, il y a des ateliers par filière, vous pouvez les imaginer, le solaire, l'éolien, la chaleur, etc. Des ateliers plus transversaux, réseau électricité, réseau gaz, autoconsommation aussi, qui est un sujet
transversale et qui marque actuellement un développement fort, entre autres porté par la baisse des prix des renouvelables, un atelier sécurité d'approvisionnement, un autre sur le pilotage de l'offre et la demande, je pourrais en citer beaucoup. L'objectif de ces ateliers qui auront lieu cet automne, ça sera intense, c'est par exemple pour les filières de regarder quels sont les potentielles réductions de coûts, les volumes, c'est-à-dire à la fois les gisements théoriques et puis qu'est-ce qu'on peut faire en termes de rythme, de voir les freins et les leviers, de voir qu'est-ce qu'on peut afficher comme objectif 2023 et 2028. C'est la première PPE fixe l'objectif 2018 et 2023, et chaque fois qu'on révise, on rajoute 5 ans. Donc on va revoir l'objectif 2023 et ajouter l'objectif 2028 pour donner cette lisibilité. On se posera les questions de quelques leviers importants à actionner, les modes de soutien, les procédures, voir aussi comment on peut maximiser les impacts économiques, qui peuvent être aussi les questions d'impacts environnementaux, au contraire, à diminuer, ou les questions d'impact sur les qualifications, par exemple. Donc ces ateliers, c'est jusqu'à la fin de l'année. En parallèle, un peu décalé, on a une consultation du public, une concertation en amont de type débat public sous l'égide de la Commission nationale du débat public, mais probablement un débat public dans des formes modernes. Ça ne va pas être un roadshow, ça va être plutôt quelque chose autour de forums, ateliers, participation de citoyens. Mais là, le président de la CNDP et le futur responsable du débat public vont travailler avec nous pour définir ceci. Et on se retrouvera avec, au deuxième, fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre, on fera un point à la fois sur la concertation du public, sur le retour des ateliers, en comité de pilotage avec les parties prenantes pour aboutir à une rédaction d'un projet de PPE pour la fin du premier semestre, qui rentrera ensuite dans la consultation du public, la consultation des instances obligatoirement consultées, comme le Conseil supérieur de l'énergie ou d'autres, pour une adoption ensuite par décret. C'est un décret, un arrêté, fin 2018. J'ajouterais que c'est un processus métropolitain, mais il a été dit qu'il y a aussi les départements non interconnectés. Il y a une PPE pour la Corse et pour chaque DOM où l'État est compétent, et les processus aussi démarrent dans les DOM, puisque la semaine prochaine, première réunion publique avec les acteurs à Mayotte et à La Réunion, donc aussi une PPE pour chaque ZNI, révision pour chaque ZNI. Merci beaucoup.